Drogue, aide et référence. Yasmina n'a jamais mis les pieds dans un centre de thérapie. Elle se dit que ce n'est pas pour elle. Pas parce qu'elle va bien, mais parce qu'elle ne s'y voit pas. Elle sait qu'elle a perdu le contrôle, que le jeu prend trop de place. Elle sait qu'il y a des conséquences, des moments où elle se déteste un peu. Mais elle ne se voit pas tout arrêter du jour au lendemain. Elle veut comprendre, trouver un équilibre. Yasmina aimerait qu'on l'accompagne dans sa démarche, mais son agenda est trop chargé pour y ajouter des rendez-vous toujours trop loin de chez elle. Ce qu'elle aimerait, c'est se faire aider depuis son salon. Vous écoutez Précontemplation, un balado présenté par Jeux, Aide et Références. Épisode 8, Rebâtir. Télécounseling, c'est un service de suivi spécialisé pour le jeu compulsif, le jeu de hasard et d'argent. Anouk, intervenante au télécounseling, programme d'aide pour le jeu excessif. Quand on parle de jeu de hasard et d'argent, on inclut plusieurs choses. Donc, on inclut, l'image de, par exemple, les machines à sous dans les casinos, les machines à sous en ligne. On va aussi dans les appareils de loterie vidéo dans les bars, les paris sportifs, le bingo, le poker, le blackjack. Donc, plusieurs types de jeux de hasard. Donc, c'est un service spécialisé pour les personnes qui ont des problématiques puis qui veulent changer leur habitude en lien avec ça. Quand on parle d'un suivi, c'est vraiment un accompagnement personnalisé par un ou une intervenante spécialisée qui s'échelonne sur plusieurs semaines. Puis, il y a aussi des suivis là, pendant plusieurs mois, même après le programme plus intensif. On est un service qui couvre l'ensemble du Québec, donc il faut être résident du Québec. Il faut avoir 18 ans et plus, donc être majeur. Il faut que la personne soit prête à s'investir dans un programme là, de suivi. Oui, c'est une rencontre par semaine de 1 heure, mais il y a aussi du cheminement qui se fait personnellement. Donc, des lectures, des petites questions d'introspection. Donc, la personne doit avoir quand même l'espace mental, la capacité aussi de suivre un programme. Donc, la personne doit avoir un désir de s'investir en ce sens-là. Là. Quelqu'un peut avoir aucune dette, mais à l'intérieur de elle-même, là, c'est un énorme problème. Quelqu'un qui peut avoir un problème de jeu depuis des années, plusieurs dettes, peut peut-être avoir l'impression que c'est pas tant problématique. Donc, il n'y a pas de classification comme ça. Tu sais, un gros ou un petit problème, ça n'existe pas vraiment dans notre langage, si on veut. Évidemment, on va s'assurer par des tests standardisés que la personne répond à certains critères, mais c'est assez large, en fait. On veut juste que les personnes veulent faire des changements sur leur habitude. On part de ça, puis après, on accompagne la personne. C'est un service quand même court terme. C'est un suivi qui va s'échelonner sur environ, je dirais, 7 à 10 semaines. Donc, environ 2 mois, tout et partout, un peu plus. Donc, à la première rencontre, c'est une rencontre d'évaluation. Donc, c'est une rencontre un peu plus longue. C'est une rencontre de 1 heure et demie. On fait le point avec la personne. Qui es-tu? Pourquoi tu viens vers nous? Explique-nous ce qui se passe dans ta vie pour que tu veuilles changer tes habitudes de vie. Donc, grosso modo, c'est vraiment pour apprendre à connaître notre participante, puis aussi que le participante connaisse son intervenante. On s'entend, là, c'est dans les deux sens. Donc, ça, c'est la première rencontre. Des fois, elle peut s'échelonner sur 2 rencontres, l'évaluation. Pour certaines personnes, on est assez flexible. Puis après, on rentre dans le programme thérapeutique comme tel. Donc, il y a plusieurs thématiques. Donc, première thématique, on va aborder la motivation de la personne. Donc, c'est quoi les priorités que la personne veut mettre en place? C'est quoi ses objectifs de changement? Après, on va aborder les finances. On va questionner les idées erronées, les déclencheurs de la personne. Après, l'équilibre de vie, donc le prendre soin de soi, la prévention de la rechute. Puis après, la personne va pouvoir voler de ses propres ailes, mais il va toujours avoir un soutien. Donc oui, la personne vole de ses propres ailes, mais il y a un service aussi de suivi. Donc, après le programme régulier, la personne va avoir des rencontres de suivi qu'on appelle. Donc, 1 mois après le programme, 3 mois, 6 mois, 1 an.
Ces rencontres-là, c'est des rencontres de 1 heure, mais des fois, elles peuvent être plus courtes, tout dépendant du besoin de la personne. C'est des rencontres qui servent vraiment, là, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, comment tu résistes à tes envies de jouer, est-ce que tu respectes ton plan de jeu contrôlé, par exemple, si c'est ce que tu voulais. Donc, c'est vraiment là, une petite synthèse des derniers temps. Puis, la personne repart avec de nouveaux outils si le besoin fut dans ce sens. Entre ça, par contre, c'est très flexible comme programme. Donc, c'est notre force, je dirais. Donc, advenant là, qu'il y a entre le suivi 1 qui est à 1 mois à la fin de la programme, puis le suivi 2 qui est 3 mois, il y a quand même 2 mois qui se l'échelonnent. Après le premier mois, la personne ne va pas bien, il est arrivé quelque chose dans sa vie, elle a peur de rejeter, elle envoie un courriel, elle appelle la ligne Je veux des références, puis elle peut avoir un rendez-vous rapidement avec son intervenant ou son intervenante. Donc, c'est ça la base, mais après, pour chaque personne, ça va se passer différemment quand même. Là. C'est pas toujours linéaire, les personnes ne sont pas toutes pareilles. On parle des idées erronées. Il y a des personnes qui viennent nous consulter qui ont déjà eu plusieurs thérapies internes avant de venir nous voir. Ils savent c'est quoi les idées erronées, ils les connaissent. On va les aborder, on va parler de la thématique, c'est important. On va le faire différemment qu'il y a une personne que c'est son premier suivi à vie puis qui n'a aucune idée. Quand je dis idée erronée, c'est un autre langage, là, on s'entend. Donc, dans nos interventions, on va aussi vraiment baser ça sur les besoins de la personne. C'est vraiment pas un cahier de questions-réponses qu'on fait avec eux. Là. L'avantage d'un service à distance comme le nôtre, c'est vraiment l'accessibilité puis la flexibilité en général. Il y a des personnes que leur horaire est très chargé, de se déplacer à un lieu, c'est plus ou moins facile. Il y a des gens, écoute, on couvre l'ensemble du Québec, là. Il y a des gens qui sont dans des tout petits villages là, au fin fond du Québec, puis il n'y a pas beaucoup de ressources. Bien, on vient en fait vers eux. C'est ce qui arrive avec la distance, puis on a l'opportunité d'avoir cette technologie-là. Donc, pourquoi on ne la prendrait pas? Aussi, l'aspect confort. Il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement ou qui ont l'image des centres de thérapie ou des suivis comme un bureau blanc de médecin froid. C'est pas ça avec nous. Tu sais, tu peux être dans ta chambre, dans ton confort. Tu peux vraiment là, faire des rencontres comme dans l'état d'esprit que tu désires. Tu peux aussi décider de faire des rencontres uniquement par téléphone si tu préfères ne pas être vu physiquement. Tu peux aussi accepter de faire des rencontres par visioconférence si tu veux ce contact-là, voir ton intervenant ou ton intervenante. Donc, encore là, flexibilité, je dirais. C'est ça la beauté de la chose. Là. Les gens, souvent, sortent de l'évaluation, puis leur première réaction après, mais aussi pendant, c'est un soupir de soulagement. Tu sais, un bon « Ah! » Il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que, bien, premièrement, en parler, ça laisse tomber de la pression. Même si on est gêné, c'est normal, on est gêné, on a honte, on a de l'inconfort, c'est des émotions qui sont tout à fait valides dans une problématique comme ça. On ne va pas les minimiser. Mais d'en parler, désolé, l'image est un peu dégoûtant, mais de crever un abcès, c'est vraiment ça. Puis souvent, les gens disent qu'ils s'attendaient à pire. Ils pensaient vraiment que ça allait être plus inconfortable, mais c'est notre expertise aussi de rendre les gens confortables dans nos rencontres. C'est notre base, on veut être humain, on veut être accessible. Donc, oui, c'est souvent ça que les gens nous disent. Là. On se la fait poser cette question-là de mais comment un rendez-vous par semaine va vraiment m'aider? Tu sais, moi, je joue à chaque jour, là, même si je te parle 1 heure par semaine, que ça va faire Anouk, ben c'est certain que c'est du... moi, je peux pas tenir la main dans le quotidien aux gens, c'est pas possible. Il y a les centres de thérapie interne là, qui peuvent faire ça si la personne en a besoin, puis ça nous arrive des fois de référer là, au centre de thérapie interne si on sent que c'est ça que la personne qui en a besoin. Habituellement, la personne, oui, peut avoir des devoirs, peut avoir des lectures pour préparer évidemment ces thématiques, là, ces séances entre les séances. Après, nous, les premières questions qu'on va poser en début de rencontre, souvent, c'est qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi les envies de jouer que tu as eues? On analyse ces envies-là de jouer. Puis après, la personne, en fait, part avec un petit coffre à outils de « Oh, je peux essayer telle technique, tel outil. Je peux
Ah, là, mon intervenante me parlait d'une manière de bloquer l'accès à mon argent sur ma carte de crédit parce que cette semaine, j'ai joué avec une vieille carte de crédit que j'ai trouvée. Parfait. Je repars avec mon sac à dos, je m'en vais appeler ma banque, puis je ferme telle carte de crédit, par exemple. Donc, les gens vont vraiment, oui, entre chaque séance, devoir, en fait, mettre des choses en place. C'est quand même essentiel pour la réussite du cheminement de chacun, là. Le jeu, c'est la pointe du iceberg. Donc, le jeu, c'est ce qui paraît, les problématiques de jeu, c'est à la surface, à la profondeur de tout ça, en dessous de l'eau, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. C'est souvent vraiment là, un symptôme qu'on appelle. Donc, par exemple, la personne va avoir un trouble d'anxiété généralisée, puis réalise que quand elle est au bord devant la machine à sous, elle oublie tout le reste. Ça lui fait du bien. Donc, ça va devenir sa béquille, ça va devenir son moyen de se sentir mieux, puis ça fonctionne. Il ne faut pas l'oublier, ça fonctionne temporairement, mais ça fonctionne pendant un certain temps. Donc, la personne, par exemple, en faisant les suivis, va réaliser ça. Ah, ben voyons, je joue pas juste parce que je veux avoir de l'argent, mais aussi parce que ça me fait du bien sur mon anxiété. À ce moment-là, ben, on va encourager la personne. Est-ce que tu as déjà songé à une thérapie de groupe, par exemple, sur l'anxiété? La personne peut aller faire ça. Les gens vont aussi des fois aller voir les gamblers anonymes, donc des rencontres par et pour, de groupe aussi. Des gens vont aller avoir un suivi psychiatrique. On accepte les gens avec des troubles de santé mentale diverses. Donc oui, beaucoup de personnes vont avoir d'autres suivis, puis on l'encourage aussi parce qu'à la fin du télécounseling, tant mieux si tu as un autre suivi qui te suit là, dans ton quotidien. Ça arrive qu'à la fin du programme, certaines personnes, ils vont avoir peut-être de la difficulté à appliquer ce qu'ils ont appris puis ce qu'ils ont fait comme réalisation dans le programme de télécounseling. Ils vont essayer. Des fois, les gens reviennent quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, des fois, parce qu'ils ont aimé notre approche puis ils veulent avoir un suivi. C'est du cas par cas, en fait. Donc, on va vraiment évaluer avec la personne si un nouveau suivi de télécounseling serait quelque chose qui serait le plus aidant. Dans certains cas, ça ne serait peut-être pas nécessairement la chose la plus aidante, donc on va les accompagner vers peut-être un autre service. Dans d'autres cas, oui, c'est possible. Donc, on va repartir avec la personne. C'est des cas un peu plus isolés, mais ça se fait. On a énormément de belles histoires. Je pense qu'en général, quand j'explique, par exemple, à mes proches ou des gens que je rencontre, c'est quoi mon travail, là, la pensée là, générale, c'est « Ah, mon Dieu, ça doit être difficile, ça doit être lourd. » C'est vraiment pas avec ça que moi, je pars. Oui, on aborde des sujets difficiles, on aborde des conséquences que les gens vivent, mais c'est surtout avec l'espoir que moi, je repars. Puis c'est ça que je veux transmettre aux gens qui nous écoutent puis qui songent possiblement à consulter. C'est que quand on commence à en parler, on sort de ce trou noir, cette boîte noire-là. Puis moi, je vois ça un peu comme notre travail d'intervenant. C'est pas nécessairement d'enlever la boîte noire sur la tête de la personne, mais de faire des petits trous pour que la lumière commence à rentrer. Puis ça, on en vit à chaque jour. Donc, des personnes, par exemple, que ça fait des années qu'ils jouent, puis qui ont arrêté des activités qu'ils adoraient, par exemple, des activités sportives, puis là, en arrêtant de jouer, ils réalisent qu'ils aiment encore ça, faire telle activité sportive, puis ils recommencent, puis ils sont tellement fiers d'eux. Ça, c'est chose du quotidien, là. Ça m'arrive à chaque jour, c'est pas inhabituel. Les gens retrouvent pas juste le sourire, pas juste une belle santé financière, mais ils retournent aussi l'espoir d'avoir une vie meilleure qu'avec le jeu, en fait, là. Vous écoutiez Précontemplation, un balado présenté par Jeux et des références. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe au 1-800-461-0140 ou par clavardage au aidejeux.ca.